l'anarchie et le chaos. Venom. Let There Be Carnage. Analyses E.T. Explications completes. Il s'agit ici d'analyses et d'explications approfondies du film Venom. Let There Be Carnage, développé à partir des informations fournies et enrichies par des perspectives internes au film et à son contexte. Le film s'ouvre sur une plongée dans l'enfance traumatique de Cletus Kasady, établissant d'emblée les racines de sa psychopathie et son lien obsessionnel avec Frances Barrisson, la future Shriek. Cette séquence introductive est cruciale car elle ne se contente pas de présenter un méchant, mais esquisse une tragédie personnelle qui cherchera à se résoudre dans la violence la plus totale, formant un miroir déformé avec la relation d'Eddie Brock. La dynamique entre Eddie et Venom est le véritable cœur battant du film, évoluant d'une symbiose conflictuelle vers une séparation douloureuse. Le film explore leur relation comme une métaphore de couple dysfonctionnel, avec des disputes domestiques absurdes, des frustrations mutuelles et un besoin profond l'un de l'autre. Venom, frustré par les restrictions d'Eddie et son refus de dévorer des criminels, exprime un désir d'auto-actualisation qui dépasse le simple rôle de passager. La performance de Tom Hardy est une étude de cas en dualité physique et vocale. Il ne joue pas simplement un homme hanté, mais incarne deux consciences distinctes en perpétuelle négociation. Les scènes où Eddie se parle à lui-même, répondant à la voix de Venom, sont traitées avec un sérieux comique qui ancre l'absurdité dans une réalité tangible. L'engagement de Hardy à donner une personnalité espiègle, égoïste et finalement loyale à Venom élève le matériel au-delà du simple film d'action. Face à eux, l'union de Cletus Kasady et du symbiote Carnage est présentée comme une fusion bien plus organique et dangereuse. Alors qu'Eddie et Venom luttent pour coexister, Cletus et Carnage s'embrassent dans une folie mutuelle. Leur relation n'est pas conflictuelle mais synergique, faisant de Carnage l'incarnation pure et sans restriction des pulsions meurtrières de Kasady. Cette différence fondamentale dans la nature des liens hôtes symbiotes est un point narratif central. L'amour contre la folie, la contrainte contre l'abandon. Le personnage de Shriek, interprété par Naomi Harris, ajoute une couche de complexité inattendue au conflit. Elle n'est pas qu'une simple complice,
Elle est l'objet d'amour perdu de Cletus, et son pouvoir de projection sonique crée une faiblesse organique pour les symbiotes. Ce détail introduit une vulnérabilité tactique et une tension dramatique, car le cri de Shriek devient une arme capable de désintégrer le lien entre les êtres, qu'ils soient symbiotiques ou émotionnels. La réalisation d'Andy Serkis, spécialiste de la performance capture, se ressent dans la fluidité avec laquelle les personnages numériques interagissent avec le monde réel. Son approche privilégie le rythme et la clarté des émotions des personnages, même lorsque l'action devient frénétique. Il dirige les scènes entre Eddie et Venom comme des dialogues de comédie romantique, cadrant souvent Hardy en plan serré pour capter chaque réaction microscopique à la voix dans sa tête. Cependant, des choix esthétiques font débat. La palette de couleurs, souvent dominée par des tons gris, bleutés et ternes, contraste étrangement avec la virulence des personnages. Cela pourrait être interprété comme un choix pour ancrer l'absurde dans un environnement réaliste, mais il prive parfois les séquences d'une énergie visuelle plus flamboyante, notamment lors de l'introduction de Carnage. Le design de Carnage lui-même est un point d'analyse important. Moins rouge vif et défini des comics, il apparaît plus organique, fait de tentacules rouges sombres et de textures musculaires, presque comme de la chair exposée. Ce choix vise probablement à le distinguer de Venom et à lui donner une apparence plus viscéralement menaçante, mais il peut décevoir les puristes qui y voient une atténuation de son iconographie. La tonalité est le grand saut créatif de ce deuxième opus. Le film abandonne largement les tentatives d'horreur corporelle du premier pour embrasser une comédie d'action déjantée. Les séquences comme la dispute dans l'appartement, la virée en boîte de nuit où Venom s'exprime, ou la séparation thérapeutique forcée, sont purement comiques. Cette direction est un pari. Elle fait du duo un couple de héros anticonformistes et drôles, mais elle minimise potentiellement la menace qu'ils représentent et le côté sombre de leur origine. Le scénario, concis et direct, est souvent critiqué pour sa simplicité. Il fonctionne comme une course-poursuite linéaire. Kazadi défie Brock, se transforme en Carnage, libère Shriek, et le conflit culmine dans une bataille dans un manoir. Les soins intrigues, comme la relation d'Eddie avec Anne ou la carrière de la détective Mulligan, sont effleurés mais rarement approfondis, donnant l'impression d'un film qui avance à toute vitesse vers son climax et sa scène post-générique. La performance de Woody Harrelson en Cletus Kasady est un mélange de charisme grotesque et de rage enfantine. Il joue le personnage comme un éternel adolescent traumatisé, dont la folie est à la fois calculée et émotionnelle. Cependant, le script ne lui offre pas de monologue ou de moments de profondeur psychologique suffisants pour vraiment explorer les abîmes du personnage, le cantonnant parfois à un méchant flamboyant mais conventionnel. Les thèmes sous-jacents du film tournent autour de l'identité, de la famille et de l'acceptation de soi. Eddie et Venom doivent apprendre à vivre ensemble non par nécessité, mais par choix, formant une famille non traditionnelle. Cletus, lui, cherche à reconstituer sa famille traumatique avec Shriek, mais sur un bûcher de haine. Le film oppose ainsi deux modèles de couple. L'un, aussi chaotique soit-il, évolue vers un soutien mutuel. L'autre est une descente conjointe dans la destruction. Les scènes d'action, en particulier le combat final entre Venom et Carnage dans la cathédrale, sont des démonstrations brutales de puissance. La chorégraphie met l'accent sur la différence de style. Venom utilise la force et la masse, tandis que Carnage, plus agile, utilise des lames et des tentacules acérés. Le montage rapide et les angles dynamiques cherchent à transmettre le chaos de l'affrontement, même si parfois au détriment de la clarté géographique de la scène. Et la musique et le design sonore méritent une attention particulière. Les pouvoirs de Shriek sont représentés par des distorsions visuelles et sonores invasives, créant une sensation physique d'inconfort pour le spectateur. Les grognements, les claquements de mâchoires de Venom et les cris perçants de Carnage forment une bande-son organique qui renforce la nature viscérale des symbiotes. Un point faible souvent soulevé est le traitement des personnages secondaires. Anne Weying, interprétée par Michelle Williams, est reléguée à un rôle de figure de soutien et d'ex-fiancée qui a tourné la page, son potentiel en tant que haute passée de Venom, Chivnon, étant complètement ignoré. La détective Mulligan, jouée par Stephen Graham, sert principalement de catalyseur narratif et son intrigue personnelle semble préparer un développement futur plutôt que de servir l'histoire immédiate. La scène de la séparation entre Eddie et Venom est un moment charnière. Elle est traitée avec une gravité surprenante, presque mélodramatique. La dépression qui s'ensuit pour Eddie, et la légèreté avec laquelle Venom explore sa liberté, montrent à quel point ils se sont mutuellement façonnés. Leur réunion n'est pas juste une nécessité stratégique, mais un choix émotionnel, scellé par la phrase « Je suis bon » de Venom, signifiant son acceptation d'une moralité propre. Et la réception critique polarisée s'explique par cette dualité même. Le film est, d'un côté, un produit hollywoodien grand public au scénario simpliste et à la réalisation efficace. De l'autre, c'est une œuvre étrange,
porté par la performance excentrique de son acteur principal et son refus de prendre son propre mythologie trop au sérieux, au point de se transformer en comédie de colocataires interespèces. La question de la violence et de la classification PG-13 est centrale dans l'analyse. Carnage, dans les comics, est un symbole de carnage pur et sans retenue. Ici, bien que meurtrier, sa violence est souvent suggérée, happée dans l'ombre ou stylisée. Ce choix a pour effet de le rendre moins terrifiant psychologiquement, transformant la menace en un défi physique plus conventionnel pour le héros, ce qui frustre l'attente d'une incarnation vraiment transgressive du personnage. La scène post-générique, cependant, est un coup de maître narratif qui redéfinit tout l'enjeu de la franchise. En transplantant Eddie et Venom dans l'univers cinématographique Marvel, via les événements du multivers déclenchés dans Spider-Man, No Way Home, le film dépasse ses propres limites. Il ne s'agit plus seulement d'une aventure isolée, mais d'une pièce dans un univers narratif plus vaste. Le fait que Venom connaisse Spider-Man d'une mémoire collective des symbiotes à travers les multivers est une astuce ingénieuse pour justifier la future confrontation sans avoir besoin de longues mises en place. Cette scène ouvre des perspectives infinies. Elle pose la question de la place d'un anti-héros aussi moralement ambigu que Venom dans un monde de héros plus traditionnel. Elle promet également des conflits bien plus riches, Spider-Man étant l'ennemi traditionnel et le miroir inversé de Venom dans la mythologie Marvel. Pour beaucoup, cette minute éclipse le reste du film, car elle est porteuse de plus de potentiel narratif que l'intrigue autonome de Let There Be Carnage. En conclusion, Venom, Let There Be Carnage est un film de transition et de tonalité. C'est une œuvre qui assume pleinement sa nature de produit de divertissement léger, sauvé de la banalité par l'alchimie frénétique entre Tom Hardy et le personnage de Venom. Il sacrifie la profondeur et une menace iconique pleinement réalisée sur l'autel du rythme et de la comédie. Son héritage ne sera pas tant celui d'un grand film, mais celui d'un pont efficace et audacieux, ayant réussi le tour de force d'intégrer son duo chaotique dans le plus grand univers narratif contemporain, laissant présager des confrontations autrement plus substantielles à venir. Le film est finalement à l'image de son héros, désordonné, excessif, souvent absurde, mais indéniablement charismatique et porteur d'une promesse d'avenir bien plus excitant que son présent. La construction narrative du film, qui repose sur une structure en miroir approfondissant la nature de la symbiose. Le parallélisme entre le duo Brock-Venom et l'union Casady-Carnage transcende le simple affrontement binaire pour interroger les fondements mêmes de l'identité et de la relation à l'autre. Alors que le premier opus posait les bases d'une cohabitation forcée, la suite explore les conséquences psychologiques et existentielles de cette fusion permanente, transformant le corps d'Eddie en un véritable champ de bataille métaphysique où s'affrontent deux volontés distinctes mais irrémédiablement liées. Cette dynamique interne se reflète dans l'esthétique même du film, où les scènes de dialogue intérieur prennent une place prépondérante, délaissant parfois l'action physique au profit d'une confrontation verbale et psychologique d'une richesse surprenante pour un film de ce genre. La performance de Tom Hardy doit être comprise comme un exercice de dédoublement constant, où l'acteur ne se contente pas de prêter sa voix à un personnage numérique mais incarne physiquement la présence encombrante et loquace du symbiote. Chaque geste, chaque réaction d'Eddie est influencée par cette entité intérieure, créant une gestuelle unique et perturbée qui signale en permanence la dualité de l'être. Hardy joue moins un homme possédé qu'un individu en perpétuelle négociation avec une part de lui-même devenue autonome, exigeante et capricieuse, élevant leur relation au rang de comédie de couple des plus classiques transposées dans un cadre fantastique. Les scènes où Venom exprime sa frustration face aux restrictions alimentaires ou sociales imposées par Eddie sont traitées avec un sérieux comique qui ancre l'absurdité la plus totale dans une réalité tangible et reconnaissable, celle des compromis quotidiens qui usent toute vie de couple. Face à cette relation conflictuelle mais finalement constructive, le film oppose l'union toxique et parfaitement fusionnelle de Cletus Kasady et du symbiote Carnage. Cette symbiose est présentée non pas comme une lutte mais comme une célébration de la déviance, où l'hôte et le parasite partagent une même soif de chaos sans le moindre remords ou restriction. Là où Venom impose une certaine moralité à Eddie, Carnage amplifie et libère les pires impulsions de Cletus, créant une entité dont la menace réside justement dans son absence totale de conflit interne. Cette opposition fondamentale structure tout le récit. D'un côté, une symbiose qui débat et évolue. De l'autre, une symbiose qui affirme et détruit, posant la question de savoir quel modèle est finalement le plus monstrueux ou le plus humain. L'introduction du personnage de Shriek, interprété par Naomi Harris, complexifie ce schéma en y injectant une dimension sentimentale pervertie. Son lien avec Cletus n'est pas symbiotique mais émotionnel, fondé sur un passé traumatique commun et un amour obsessionnel. Pourtant, son pouvoir sonique représente une menace physiologique directe pour les symbiotes, introduisant une faille paradoxale. Celle qui aime le hôte peut détruire le parasite, et inversement. Le film utilise ce triangle pour explorer la vulnérabilité des liens, qu'ils soient organiques ou affectifs,
tous pouvant être brisés par la bonne fréquence. Shriek n'est ainsi pas une simple comparse mais un instrument de dissonance narrative, capable de désintégrer à la fois les symbiotes et la fragile relation entre Eddie et Venom. La réalisation d'Andy Serkis, fort de son expertise en capture de mouvement, se distingue par une attention particulière portée à l'incarnation physique des entités numériques. Son approche privilégie le poids, la texture et la dynamique des symbiotes, leur donnant une présence tangible dans l'espace réel. Les interactions entre Venom et l'environnement sont pensées pour souligner sa masse et sa puissance, tandis que Carnage est chorégraphié comme une force plus acérée et imprévisible. Serkis dirige les acteurs avec une focalisation sur la réaction physique à une présence invisible, créant une crédibilité essentielle pour faire accepter les dialogues les plus farfelus entre Eddie et sa conscience parasite. L'esthétique visuelle du film, souvent critiquée pour sa palette de couleurs ternes, peut être relue comme un choix conscient de contrepoint. Face à la nature exubérante et excessive des personnages, le monde qui les entoure est délibérément gris, réaliste et presque banal. Cette dichotomie sert à ancrer l'absurdité dans un cadre reconnaissable, mais aussi à souligner l'étrangeté radicale des symbiotes. Ils deviennent des taches de couleur, le noir de Venom, le rouge de Carnage, et de chaos dans un univers visuellement ordonné, renforçant leur statut d'éléments perturbateurs. Les scènes nocturnes et les intérieurs sombres ne sont pas qu'un artifice stylistique, mais un écho des conflits internes qui se déroulent dans l'obscurité des psychés. Le design de Carnage mérite une analyse détaillée car il s'éloigne significativement de son apparence dans les comics. Moins rouge vif et défini, il est plus organique, semblant fait de muscles exposés, de tendons et de lames osseuses improvisées. Ce choix reflète une interprétation plus viscérale et moins caricaturale de la monstruosité. Carnage n'est pas un costume mais une excroissance malade, une tumeur devenue consciente et violente. Sa couleur rouge sombre, presque sans coaguler, évoque moins la flamboyance du mal que sa nature intérieure, brute et corporelle. Cette approche atténue peut-être son impact iconique, mais elle renforce son horror body, le rapprochant d'une vision cauchemardesque et biologique. La tonalité comique assumée du film représente son pari le plus audacieux et son aspect le plus clivant. En transformant le duo en protagoniste d'une comédie romantique grotesque, le scénario prend le contre-pied des attentes générées par le premier opus et par la mythologie sombre des comics. Les gags visuels, les répliques cinglantes de Venom et les situations domestiques absurdes, comme la préparation des œufs, reconfigurent entièrement la perception des personnages. Cette orientation peut être vue comme une trahison de leur essence, mais aussi comme une libération créative, permettant d'explorer des dynamiques relationnelles inattendues dans le cadre d'un blockbuster super-héroïque. Le film préfère faire sourire avec Venom plutôt que de faire frémir, un choix qui définit son identité singulière. Le rythme narratif est un élément crucial de l'expérience, avec un montage souvent saccadé et une durée courte qui ne laisse que peu de place à la respiration. Cette urgence narrative peut être interprétée comme le reflet de l'état d'esprit d'Eddie, constamment pressé et dépassé par les événements et les demandes de Venom. Le film lui-même semble habité par une énergie nerveuse, passant rapidement d'une scène d'action à une scène de comédie, puis à un moment d'introspection, sans jamais s'attarder. Ce rythme soutenu compense la simplicité de l'intrigue principale et maintient un dynamisme constant, mais il empêche parfois le développement d'une atmosphère plus pesante ou menaçante, notamment autour de la figure de Carnage. La relation entre Eddie Brock et le journalisme, thème central du premier film, est ici considérablement réduite, symbolisant l'abandon progressif de son identité humaine au profit de sa symbiose. Eddie n'est plus vraiment un journaliste mais un catalyseur d'événements, son rôle social s'effaçant derrière sa relation avec Venom. Cette perte d'identité professionnelle renforce le thème de l'isolement et de la marginalisation. Eddie et Venom forment une bulle hors du monde, une micro-société à deux qui doit définir ses propres règles. Le film suggère que la véritable symbiose exige un renoncement à certaines parts de soi, un prix que Eddie paie en perdant son ancrage dans la réalité conventionnelle. Le personnage de la détective Mulligan, interprété par Stephen Graham, semble servir de pont narratif vers un avenir au-delà de ce film. Son exposition au symbiote et la lueur bleutée dans ses yeux lors de la scène finale post-crédit indiquent une transformation potentielle, probablement en lien avec le personnage de Toxin des comics. Cette inclusion subtile démontre une volonté de planter des graines narratives pour l'expansion de l'univers, même au sein d'une histoire autoconcluante. Mulligan représente l'œil extérieur, humain, sur ces événements extraordinaires, et sa possible métamorphose annonce une contamination plus large du monde par la technologie symbiotique. La bande originale et le design sonore participent activement à la construction des personnages. La voix de Venom, à la fois gutturale, rieuse et teintée d'une arrogance enfantine, est un élément clé de sa personnalité. Les sons des symbiotes en mouvement au claquement, froissement, rugissement créent une texture auditive distinctive.
À l'inverse, les pouvoirs de Shriek sont matérialisés par des distorsions sonores agressives et des effets visuels en vagues qui déchirent littéralement l'image et le son, offrant une matérialisation sensorielle de leur pouvoir de disruption. Le silence relatif des scènes entre Eddie et Venom dans l'appartement contraste avec ce chaos, soulignant l'intimité étrange de leur cohabitation. La séquence de la boîte de nuit où Venom prend brièvement le contrôle est un moment charnière symbolique. Elle représente l'affirmation publique de son identité propre et son désir de faire le bien, à sa manière, en dévorant les malfaiteurs. Cette scène, aussi humoristique soit-elle, pose une question éthique centrale. Venom, libre de ses choix, peut-il être un héros selon ses propres termes cannibaliques? La réaction du public, d'abord horrifié puis admiratif, mime celle des spectateurs du film eux-mêmes, partagée entre le rejet de sa violence et la fascination pour son absence d'hypocrisie. C'est un moment de catharsis pour le symbiote et une étape cruciale vers son auto-définition. La fragilité de la relation hôte-symbiote est physiquement exposée lors de la séparation forcée par les ondes sonores. La séquence est traitée avec une intensité quasi horrifique, la matière noire de Venom s'extirpant dans la douleur du corps d'Eddie. Cette scène montre la dépendance biologique et psychique qui les unit, transformant leur séparation en une amputation mutuelle. La dépression qui s'ensuit pour Eddie n'est pas seulement un manque d'amis. C'est un syndrome de sevrage, une perte de sens et de capacité. À l'inverse, Venom errant seul apparaît comme une entité incomplète, capable de survie mais en quête de but, démontrant que leur codépendance, aussi tumultueuse soit-elle, les a transformés en un tout plus grand que la somme de leurs parties. Le climax dans la cathédrale est riche en symbolisme religieux et gothique. Le lieu, traditionnellement associé au sacré, à la rédemption et à l'élévation, est ici le théâtre d'une confrontation entre deux formes de monstruosité profane. Carnage, dont la forme tentaculaire évoque un démon ou un ange déchu, utilise l'architecture verticale de l'édifice pour dominer spatialement Venom. La bataille devient ainsi une guerre de symboles, la perversion d'un espace saint par une violence pure, et la tentative de Venom, lui-même créature impure, d'y rétablir un ordre chaotique mais moral. La destruction du bâtiment marque l'effondrement final des anciens repères dans la confrontation entre ces nouvelles entités. La scène post-générique est une métafiction narrative d'une grande intelligence. En téléportant Eddie et Venom dans l'univers cinématographique Marvel, MCU, au moment même où l'identité de Spider-Man est révélée, le film accomplit plusieurs choses. Il valide le concept du multivers de manière concrète et humoristique, il crée une attente immédiate et considérable pour une future rencontre, et il rétrospectivement donne un nouvel enjeu à tout le film qui précède. Soudain, l'aventure autonome de Let There Be Carnage devient un prologue, une étape nécessaire dans le voyage multiversel du duo. Cette brève séquence démontre une compréhension aiguë de la narration en univers partagé, où chaque œuvre peut servir de tremplin vers des horizons plus vastes. En définitive, Venom, Let There Be Carnage est une œuvre qui assume pleinement son hybridité et ses contradictions. Entre comédie burlesque et body horror, entre études relationnelles et blockbuster frénétique, le film navigue habilement pour offrir un divertissement qui se nourrit de la chimie unique de son duo central. S'il échoue à pleinement incarner la menace cosmique et psychologique de Carnage, sacrifié au rythme et à la classification, il réussit le pari bien plus difficile de faire évoluer de manière crédible et attachante la relation entre un homme et le monstre avec lequel il doit partager son existence. Son héritage sera sans doute moins son récit propre que son rôle de charnière, ayant ouvert la porte, grandement et avec un sourire carnassier, à l'intégration de ces anti-héros inclassables dans le récit multiversel en expansion permanente. Le film est à l'image de Venom lui-même, désordonné, excessif, parfois frustrant, mais porteur d'une énergie si singulière et d'un potentiel si évident qu'il est impossible de totalement lui résister. La relation entre Eddie et Venom évolue d'une simple symbiose de survie vers une forme de vie conjugale pleine de chamaillerie et de compromis, mais aussi d'une affection profonde et singulière. Leur appartement devient le théâtre microcosmique de cette négociation permanente, un espace privé où les règles du monde extérieur n'ont plus cours et où doit s'inventer une nouvelle normalité. Cette métaphore du couple improbable, poussée à son paroxysme, permet d'explorer avec humour et finesse des thèmes universels comme la perte d'indépendance, le partage de l'espace personnel et la difficile acceptation des différences fondamentales de l'être aimé, ou dans ce cas, cohabitant. Le conflit central naît précisément de l'aspiration à une vie normale de la part d'Eddie, en contradiction totale avec la nature intrinsèquement dévorante et extralégale de Venom. Cette tension est le moteur de la séparation, acte radical qui équivaut à une rupture amoureuse douloureuse. Le film prend au sérieux la détresse psychologique d'Eddie après cette séparation, le montrant perdu, apathique, littéralement diminué, comme amputé d'une partie de sa personnalité et de ses capacités. De son côté, Venom, une fois libre,
expérimente une euphorie de liberté rapidement teintée d'une certaine désorientation, découvrant que son identité s'était aussi construite en réaction à celle d'Eddie. Leur réunion finale est donc moins une réconciliation qu'une reconnaissance mutuelle de leur interdépendance essentielle, fondée sur un choix renouvelé plutôt que sur une nécessité biologique. En miroir de cette relation tumultueuse mais évolutive, le duo Cletus-Kazadi Carnage incarne l'idée d'une fusion parfaite et monolithique, sans friction ni débat intérieur. Leur symbiose est présentée comme une rencontre entre deux âmes sœurs de la destruction, une union idéale dans le mal où le désir de l'hôte et l'instinct du symbiote s'alignent parfaitement. Cette absence totale de conflit interne les rend d'autant plus dangereux, mais aussi potentiellement moins intéressants sur le plan dramatique, car leur trajectoire est linéaire et prévisible. Le film utilise ce contraste pour souligner que la véritable complexité, et peut-être la véritable humanité, réside dans la lutte et le dialogue, même avec la part monstrueuse de soi, plutôt que dans l'abandon pur et simple à ses pulsions. L'introduction de Frances Barrisson, alias Shriek, ajoute une dimension tragique et perturbante à ce schéma. Son histoire d'amour avec Cletus, née dans la violence et la marginalisation, est le seul vestige d'humanité ou d'émotion positive dans le parcours du tueur. Son pouvoir, une projection sonique destructrice, devient une arme à double tranchant. Elle est à la fois l'outil de leur vengeance commune et la faiblesse physiologique absolue de l'être qu'elle aime sous sa forme symbiotique. Ce paradoxe crée une tension narrative subtile, où l'amour lui-même devient une menace existentielle pour l'objet aimé. Le film suggère ainsi que même dans les unions les plus perverses, l'affection peut introduire une fragilité, une vulnérabilité qui manque cruellement à l'entité Carnage dans sa solitude meurtrière. La réalisation d'Andy Serkis apporte une intelligence physique palpable à la matérialisation des symbiotes. Fort de son expérience d'acteur en capture de mouvement, il dirige Tom Hardy avec une attention particulière aux réactions corporelles à une présence interne. Les micro-expressions, les légers retards dans le geste, les regards furtifs vers le vide lorsque Venom parle, tout contribue à rendre tangible la dualité permanente du personnage. Pour les scènes d'action, Serkis privilégie un chaos chorégraphié où la masse de Venom et la fluidité acérée de Carnage sont clairement différenciées, même dans le feu de l'action la plus rapide. Son approche sert avant tout la clarté émotionnelle et physique des créatures numériques, leur donnant un poids et une intentionnalité qui transcendent les simples effets spéciaux. L'esthétique visuelle, souvent décrite comme terne, peut être interprétée comme un choix délibéré de créer un contraste entre le banal et l'extraordinaire. La ville de San Francisco est filmée dans des tons gris, bleutés et réalistes, un décor parfaitement crédible qui ancre l'irruption du fantastique. Lorsque Venom ou Carnage apparaissent, leurs couleurs en noir profond et rouge sombre deviennent des éclats de rupture dans cette normalité chromatique. Ce choix renforce l'idée que les symbiotes sont des éléments étrangers, des anomalies violentes dans l'ordre établi. La lumière est souvent rasante, découpant les formes et créant de longues ombres, participant à une atmosphère qui oscille entre le thriller et le grotesque, reflétant l'hybridité tonale du film. Le design de Carnage, distinct de son homologue des comics, fait le choix d'une horreur plus organique et viscérale. Moins structuré qu'un costume, il semble être une excroissance malade, une musculature externe et déformée, avec des lames qui surgissent comme des os brisés perforant la peau. Sa couleur rouge évoque moins le sang frais que le sang séché, les tissus internes, une monstruosité qui vient de l'intérieur. Ce design le rapproche des créatures body horror, soulignant que sa symbiose avec Cletus est une maladie partagée, une fusion cellulaire allant jusqu'à l'ambiguïté sur où commence l'un et où finit l'autre. Ce manque de définition claire le rend plus inquiétant sur un plan biologique, même s'il perd en iconicité graphique. La tonalité comique, pivot central du film, opère une reconfiguration générique radicale. En faisant de Venom un personnage à la fois terrifiant et déjanté, capricieux et déprimé, le film le rapproche des grands anti-héros comiques du cinéma. Ses commentaires décalés, son obsession pour le chocolat et les cerveaux, sa frustration face aux règles sociales, en font un être profondément irrationnel et donc drôle. Cette approche désamorce la peur pour la remplacer par une fascination amusée, transformant le monstre en compagnon encombrant et finalement attachant. Ce pari tonal est risqué, car il peut diminuer la menace, mais il offre une voie unique et mémorable pour explorer le personnage, loin des sentiers battus du héros torturé ou du monstre purement destructeur. Le rythme narratif soutenu, avec son montage parfois saccadé, épouse le point de vue subjectif d'Eddie Brock, constamment débordé et réactif. Le film ne lui laisse que peu de temps pour réfléchir, l'entraînant d'une crise à l'autre, reflétant sa vie chaotique partagée avec un symbiote impulsif. Cette cadence empêche l'ennui et compense la relative simplicité de l'intrigue linéaire. Kazadi défie, s'évade, se transforme, affronte. Elle contribue aussi à l'effet de comédie burlesque, où les quiproquos et les catastrophes s'enchaînent à un rythme effréné. Cependant,
Ce choix prive le film de moments de respiration qui auraient pu approfondir l'atmosphère ou développer la psychologie secondaire de personnages comme Shriek ou Mulligan. Le thème de l'identité professionnelle et sociale d'Eddie est quasiment absent, signifiant son retrait progressif du monde humain. Il n'est plus le journaliste investigateur du premier film, mais un homme défini presque exclusivement par sa relation symbiotique. Cette perte d'ancrage dans la société normale renforce l'idée que sa symbiose avec Venom est devenue son identité principale, une existence à part nécessitant la création de ses propres codes et sa propre moralité. La scène où il tente de reprendre une interview avec Kazadi est un échec cuisant, montrant son inadaptation totale à son ancienne vie, désormais irrémédiablement corrompue par la présence de Venom. Le personnage de la détective Mulligan sert de fil conducteur humain et de porte ouverte vers l'avenir. Sa persévérance à enquêter sur les événements liés au symbiote, malgré le scepticisme de ses supérieurs, en fait un double rationnel d'Eddie le journaliste. La lueur bleutée dans ses yeux lors de la toute dernière scène, avant même la scène post-générique, est un indice lourd de sens pour les connaisseurs des comics, évoquant le symbiote toxin. Son inclusion suggère que l'infection symbiotique, une fois introduite, continue de se propager et de muter, préparant des conflits futurs qui pourraient dépasser le simple cadre du duo Brock en Venom. Le travail sonore est un élément caractérisant fondamental. La voix de Venom, conçue comme un mélange de grognements animaux, de résonances caverneuses et d'inflexions presque enfantines, lui confère une personnalité audio immédiatement reconnaissable. Les bruits de ses tentacules, entre le claquement de cuir et le glissement visqueux, créent une texture sensorielle unique. À l'opposé, le cri de Shriek est une arme audiovisuelle. Il se matérialise par une distorsion de l'image et une saturation sonore douloureuse, une vraie violence faite au sens du spectateur. Cette opposition entre les sons organiques des symbiotes et la dissonance pure de Shriek renforce leur incompatibilité fondamentale. La séquence de la discothèque est un moment de libération et d'affirmation pour Venom. Prenant temporairement le contrôle, il expérimente la vie sociale selon ses termes, dansant avec une grâce surprenante et dévorant les méchants sans complexe. Cette scène est cruciale car elle montre Venom comme un individu à part entière, avec ses propres désirs de reconnaissance et de contribution, même si ses méthodes sont brutales. La réaction de la foule, passant de la panique à l'acclamation, peut être vue comme une métaphore de l'acceptation par le public de ce héros radicalement différent, refusant les codes traditionnels du bien et du mal. La scène de séparation physique entre Eddie et Venom, provoquée par les ondes sonores, est traitée avec une intensité dramatique rare. L'arrachement du symbiote est visuellement douloureux, évoquant une extraction violente. La dépression qui s'ensuit pour Eddie est montrée non pas comme une tristesse, mais comme un vide, une atonie complète, soulignant que Venom n'était pas un parasite mais une partie intégrante de son système nerveux et de sa psyché. La contrepartie, le Venom solitaire se cachant dans un corps de femme âgée, est à la fois comique et mélancolique, montrant un être puissant réduit à la clandestinité et à l'improvisation, aussi perdu sans son hôte que l'autre sans lui point. Le combat final dans la cathédrale exploite tout le potentiel symbolique du lieu. Carnage, s'enroulant autour du clocher, évoque un serpent démoniaque ou une inversion diabolique de la croix. La bataille qui s'ensuit est moins un duel qu'une tentative de Venom de contenir une force de la nature déchaînée. L'utilisation des cloches par Shriek, transformant l'instrument sacré en arme de guerre contre les symbiotes, est un détail brillant qui lie le thème religieux au mécanisme de l'intrigue. La destruction du bâtiment marque l'effondrement des anciens symboles d'autorité et de sanctuaire face à ces nouvelles entités inclassables. Et la scène post-générique est un chef-d'œuvre de narration économique et d'intégration multiverselle. En quelques plans, elle change radicalement l'enjeu de toute la franchise. Le saut dans l'hôtel du MCU n'est pas juste un caméo, c'est une collision narrative. Le fait que Venom semble avoir une connaissance innée de Spider-Man via une mémoire génétique multiverselle des symbiotes est une astuce ingénieuse pour justifier une future confrontation sans exposition lourde. La réaction d'Eddie et Venom, à la fois perplexe et intriguée, devant la révélation de l'identité de Peter Parker, capture parfaitement l'esprit du film. Un mélange d'humour, d'absurde et de promesses d'aventure plus grandes. Cette scène fait de Let There Be Carnage non pas une fin, mais un point d'inflexion majeur dans un récit bien plus vaste. En conclusion, Venom, Let There Be Carnage est un film qui assume avec audace sa propre hybridité. Entre comédie de couple et film de monstres, entre études caractérielles et blockbuster frénétique, il trace sa propre voie, souvent au mépris des conventions. Sa plus grande réussite est d'avoir approfondi de manière convaincante et inventive la relation entre Eddie et Venom, en faisant le cœur émotionnel et comique de l'œuvre. Si le potentiel mythologique de Carnage est quelque peu dilué par un rythme effréné et une classification restrictive, le film compense par son énergie pure, son engagement tonal et la performance totalement dévouée de Tom Hardy. Son héritage sera double, en tant que divertissement singulier centré sur un duo anti-héroïque mémorable, et surtout,
En tant que pierre angulaire habile ayant réussi le tour de force d'intégrer ces marginaux dans le récit multiversel le plus ambitieux du cinéma contemporain, ouvrant la voie à des confrontations infiniment plus riches. Est la performance de Tom Hardy opère comme un exercice de ventriloquie intérieure constamment visible, où l'acteur donne une présence physique palpable à la voix du symbiote. Chaque réplique de Venom se lit d'abord sur le visage d'Eddie, dans un décalage entre l'expression externe et la parole interne, créant une dissonance comique et pathétique. Hardy incarne moins un homme possédé qu'un individu en perpétuel dialogue avec son inconscient matérialisé, un inconscient qui a ses propres désirs, ses opinions tranchées et son appétit littéral pour la reconnaissance. Cette dualité devient la norme, au point que les moments où Eddie est seul paraissent étrangement silencieux et vides, comme si une partie essentielle de son être était temporairement absente. En contrepoint radical, l'union de Cletus Kasady et de Carnage représente la symbiose comme un écho parfait, une résonance mortifère où l'hôte et le parasite se confondent dans une même pulsion de destruction. Leur lien est présenté comme une évidence, presque une romance gothique où la monstruosité de l'un comble les manques de l'autre sans la moindre friction. Cette harmonie dans le mal les rend d'autant plus effrayants mais aussi plus statiques en tant qu'antagonistes, leur trajectoire étant linéaire et dépourvue du conflit interne qui rend le duo Brock en Venom si dynamique. Le film oppose ainsi deux modèles de relations. L'une, conflictuelle mais évolutive, l'autre, fusionnelle mais stérile, interrogeant la nature même de ce qui constitue une connexion réussie. Le personnage de Shriek, interprété par Naomi Harris, introduit une variable émotionnelle complexe dans cette équation de la symbiose. Son histoire d'amour avec Cletus, née de la marginalisation et de la violence partagée, apporte une nuance tragique à la folie du tueur. Son pouvoir, une projection sonique qui désintègre la matière des symbiotes, crée un paradoxe poignant. Celle qui aime l'homme peut détruire le monstre qui le constitue désormais. Cette vulnérabilité introduite par l'affection est totalement absente du rapport purement utilitaire et égocentrique entre Cletus et Carnage, soulignant que l'amour, même perverti, introduit une faille, une possibilité de blessure que l'indifférence meurtrière ne connaît pas. La réalisation d'Andy Serkis se distingue par une intelligence chorégraphique remarquable dans la mise en scène des corps, qu'ils soient de chair ou d'effets visuels. Son expérience d'acteur de capture de mouvement transparaît dans la façon dont il dirige Hardy pour qu'il incarne la présence physique du symbiote par anticipation et réaction. Les mouvements de Venom et Carnage sont conçus avec une logique interne distincte. Le premier possède une lourdeur puissante et ancrée, le second une fluidité acérée et serpentine. Serkis orchestre leurs affrontements comme des duels de styles opposés, privilégiant la lisibilité des intentions et des impacts sur le simple déchaînement chaotique des faits. L'esthétique visuelle du film, souvent qualifiée de terne, peut être relue comme un choix délibéré d'ancrage réaliste servant de repoussoir au fantastique. La photographie utilise une palette de gris, de bleu froid et de brun qui peint un monde ordinaire, presque banal. Dans ce cadre, les éruptions de noir de Venom et de rouge de Carnage deviennent des événements visuels violents, des ruptures chromatiques dans l'ordre établi. Cette approche minimaliste sur la couleur met en valeur la texture des symbiotes, leur aspect liquide, métallique ou organique, et renforce leur nature d'éléments étrangers, de taches d'encre sur un tableau réaliste. Le design de Carnage constitue un parti pris artistique significatif, s'éloignant du rouge vif et des lignes claires des comics pour une apparence plus viscérale et indistincte. Il semble moins revêtu que déchiré, avec des formes qui évoquent des muscles exposés, des tendons et des éclats d'os. Cette matérialité organique le rapproche des monstres du body horror, suggérant que sa symbiose avec Cletus est une maladie mutante, une excroissance cancéreuse plutôt qu'un costume. Ce choix, moins iconique, sert une vision plus intime et corporelle de la terreur, où la monstruosité est une corruption interne de la chair elle-même. La tonalité comique assumée représente le pari le plus radical du film, transformant la menace horrifique du premier opus en une dynamique de comédie burlesque. Venom devient un personnage à part entière, doté d'un humour noir, d'un ego sensible et de préoccupations triviales, comme la cuisine. Cette humanisation par l'humour ne diminue pas sa dangerosité mais la complexifie, la rendant imprévisible et attachante. Le film joue constamment sur ce décalage entre la nature extraterrestre et vorace du symbiote et ses réactions étonnamment humaines, créant une alchimie unique qui redéfinit l'identité même de la franchise. Le rythme narratif effréné, avec ses ellipses fréquentes et ses enchaînements rapides, épouse la subjectivité d'un Eddie Brock constamment sur le qui-vive. Ce tempo nerveux reflète l'instabilité de sa condition, toujours à un commentaire de Venom d'une crise ou d'une action impulsive. Il maintient une énergie constante et évite les temps morts, mais il peut également donner une impression de superficialité, empêchant le développement d'ambiances plus pesantes ou l'approfondissement d'éléments narratifs secondaires, comme le passé de Shriek ou les motivations de la détective Mulligan au-delà de son devoir. L'effacement de l'identité professionnelle d'Eddie Brock est un point narratif crucial.
Le journaliste investigateur du premier film a cédé la place à un homme défini exclusivement par sa symbiose. Cette perte de statut social et de but conventionnel renforce son isolement et sa marginalisation, le rendant d'autant plus dépendant de Venon, non seulement physiquement mais aussi pour donner un sens à son existence. La scène de l'interview ratée avec Clétus est l'ultime aveu de cet échec, son outil de travail, la parole, étant désormais inopérant face à la folie brute qu'il affronte. Le personnage de la détective Mulligan, interprété par Stephen Graham, fonctionne comme un pont vers l'avenir de l'univers et un miroir de la persévérance rationnelle. Son enquête obstinée, face à l'incrédulité de l'institution policière, rappelle le parcours initial d'Eddie. La lueur bleutée dans ses yeux à la fin, présageant une possible transformation en toxin, n'est pas qu'un simple clin d'œil aux comics. C'est le signe que la contamination symbiotique est un phénomène qui échappe au contrôle, se propageant et mutant, promettant des conflits futurs plus complexes que l'affrontement binaire de ce film. Le design sonore est un personnage à part entière. La voix de Venon, conçue comme un amalgame de grondements sous-marins, de craquements de mâchoires et d'une tonalité moqueuse, lui confère une présence acoustique immédiatement identifiable. Les sons de ses déplacements, un mélange de glissements visqueux, de claquements secs et de déchirures, construisent sa matérialité pour l'oreille. À l'opposé, le pouvoir de Shriek est une agression sensorielle, une onde de distorsion qui déchire à la fois l'image et la bande-son, créant une expérience physiologique d'inconfort pour le spectateur, faisant de son cri une véritable arme cinématographique. Et la séquence de la boîte de nuit où Venon prend les commandes est un moment d'auto-affirmation jubilatoire. C'est la première fois qu'il agit publiquement en tant qu'individu, exprimant sa philosophie simpliste mais efficace du « manger les méchants ». Cette scène, drôle et violente, pose une question éthique centrale. Un être qui revendique sa propre justice, aussi radicale soit-elle, peut-il être considéré comme un héros? L'ambivalence de la foule, entre horreur et fascination, reflète celle du public face à ce protagoniste qui refuse catégoriquement les codes moraux traditionnels. La scène de séparation physique, provoquée par les ondes sonores de Shriek, est traitée avec une intensité quasi médicale et traumatique. L'arrachement du symbiote est visuellement présenté comme une extraction violente, une amputation. L'état d'Eddie qui suit n'est pas une tristesse mais un vide catatonique, une dépression profonde qui montre que Venon était bien plus qu'un passager. Un organe vital, une source d'énergie et d'identité. À l'inverse, Venon errant, contraint de parasiter d'autres hôtes de manière précaire, apparaît diminué, réduit à la survie, démontrant que leur relation, aussi tumultueuse soit-elle, les avait élevés tous deux à un état supérieur. Le climax dans la cathédrale est saturé d'un symbolisme gothique et religieux mis au service d'un conflit profane. Carnage, enlaçant le clocher, évoque l'image d'un serpent biblique ou d'un démon baroque. La bataille qui s'ensuit dépasse l'affrontement physique pour devenir une lutte eschatologique entre deux visions du monstre. L'un, Carnage, pure incarnation du chaos dévorant. L'autre, Venon, monstre domestiqué, imparfait, mais défendant un ordre chaotique qui inclut une forme de loyauté. La destruction du lieu saint marque l'effondrement des anciennes conceptions du bien et du mal face à ces nouvelles entités inclassables. La scène post-générique est un coup de maître en termes de narration interconnectée. En propulsant Eddie et Venon dans l'univers cinématographique Marvel au moment précis de la révélation de l'identité de Spider-Man, le film dépasse son propre statut d'aventure isolée pour devenir une pièce maîtresse du multivers. Ce n'est pas un simple caméo, mais une collision narrative qui redéfinit les enjeux. L'explication de Venon sur une mémoire collective des symbiotes à travers les multivers est une astuce ingénieuse pour justifier la future rencontre sans exposition lourde. Leur réaction perplexe et intriguée devant les informations télévisées capture parfaitement l'esprit du film. Une aventure personnelle est décalée soudainement projetée sur une scène cosmique. En définitive, Venon, Let There Be Carnage est une œuvre qui embrasse ses contradictions avec une énergie folle. Ni tout à fait comédie, ni tout à fait horreur, ni tout à fait drame. Il trouve son équilibre dans l'excès et la sincérité de son approche. Sa réussite principale est d'avoir fait évoluer de manière crédible et touchante la relation entre l'homme et le monstre, en faisant le véritable sujet du film. Si le potentiel mythologique de Carnage est légèrement sacrifié à l'autel du rythme et de la classification, le film compense par la richesse de son duo central et son audace tonale. Son héritage sera double, en tant que divertissement singulier centré sur une dynamique relationnelle inédite, et surtout, en tant que charnière narrative habile ayant ouvert grand les portes du multivers à ses anti-héros, promettant des rencontres et des conflits d'une toute autre ampleur. Le film est à l'image de son symbiote, désordonné, vorace, imprévisible et impossible à ignorer. Le film transcende le simple affrontement binaire entre le bien et le mal pour explorer les territoires troubles de la codépendance et de l'identité hybride.
La symbiose entre Eddie Brock et Venom est dépeinte moins comme une malédiction que comme un mariage de raisons tumultueux, exigeant des compromis constants et une redéfinition des frontières du soi. Leur quotidien dans l'appartement sordide de San Francisco devient une micro-société où s'expérimente une nouvelle forme de vie, ni tout à fait humaine ni totalement aliène, mais profondément singulière. Cette dynamique domestique, avec ses disputes absurdes et ses moments de tendresse inattendus, offre une métaphore riche sur l'acceptation des parts d'ombre de l'autre et sur la construction laborieuse d'une entente mutuelle. La performance de Tom Hardy est une étude fascinante de schizophrénie contrôlée, où l'acteur matérialise par des gestes à peine esquissés et des réactions micro-expressives la présence constante du symbiote. Il ne joue pas un homme possédé, mais un individu en perpétuelle conversation avec un alter ego capricieux et encombrant. Cette dualité interne devient la norme, au point que les scènes où Eddie est véritablement seul paraissent étrangement déficientes, comme si une dimension essentielle de sa personne était temporairement absente. La justesse de ce jeu permet de faire accepter les dialogues les plus farfelus, ancrant l'absurde dans un réalisme psychologique tangible. Le duo antagoniste formé par Cletus Kasady et Carnage propose un miroir déformant mais éclairant de cette relation. Leur union est présentée comme une fusion parfaite et sans friction, où les désirs de l'hôte et les instincts du symbiote s'alignent dans une harmonie destructrice. Cette symbiose idéale sur le plan opérationnel est pourtant stérile sur le plan dramatique, car elle ne permet aucune évolution, aucun conflit interne nourricier. Le film oppose ainsi deux modèles de relations, l'une, imparfaite et conflictuelle mais vivante et évolutive, l'autre, parfaitement efficace mais figée dans une folie à deux qui ne produit que de la mort. L'introduction du personnage de Shriek, interprété avec intensité par Naomi Harris, vient complexifier ce schéma en y injectant une charge émotionnelle paradoxale. Son amour pour Cletus, né de la marginalisation et de la violence partagée, constitue la dernière parcelle d'humanité du tueur. Son pouvoir sonique, capable de désintégrer la matière des symbiotes, crée une situation tragique où l'être aimé devient une menace existentielle pour la forme que prend son amant. Cette vulnérabilité introduite par l'affection contraste radicalement avec l'indifférence meurtrière du duo Kasady en Carnage, suggérant que l'amour, même perverti, reste une force de complexification et de fragilisation. La réalisation d'Andy Serkis bénéficie d'une intelligence physique remarquable, héritée de son expérience d'acteur en capture de mouvement. Sa direction des scènes entre Eddie et Venom privilégie la clarté émotionnelle, utilisant souvent des plans serrés sur le visage de Hardy pour capter chaque réaction aux provocations internes du symbiote. Pour les affrontements, Serkis chorégraphie les symbiotes avec des logiques corporelles distinctes. Venom agit avec une lourdeur puissante et ancrée, Carnage avec une fluidité acérée et imprévisible. Cette attention à la physicalité donne du poids et de la crédibilité aux créatures numériques. L'esthétique visuelle du film, souvent critiquée pour sa palette de couleurs ternes, peut être interprétée comme un choix délibéré de créer un contraste entre le banal et l'extraordinaire. San Francisco est filmé dans des tons gris, bleutés et réalistes, fournissant un décor crédible et neutre. Dans ce cadre, les éruptions chromatiques des symbiotes, le noir profond de Venom, le rouge sombre de Carnage, deviennent des événements visuels violents, des ruptures dans l'ordre établi. Cette approche renforce leur nature d'éléments étrangers et perturbateurs, tout en ancrant leur déchaînement dans une réalité tangible. Le design de Carnage constitue un parti pris artistique audacieux, s'éloignant des représentations classiques du personnage. Moins structuré et graphique que dans les comics, il apparaît comme une excroissance organique, semblant fait de muscles exposés, de tendons et de lames osseuses improvisées. Cette matérialité viscérale le rapproche des monstres du body horror, suggérant que sa symbiose avec Cletus est moins une alliance qu'une mutation pathologique, une maladie partagée. Ce choix, moins iconique peut-être, sert une vision plus intime et corporelle de la terreur. La tonalité comique assumée représente la transformation la plus radicale par rapport au premier opus. En faisant de Venom un personnage à part entière, doté d'humour, d'ego et de préoccupations triviales, le film opère un renversement générique complet. Le symbiote n'est plus une simple menace, mais un protagoniste complexe, parfois ridicule, souvent attachant. Cette humanisation par le rire ne diminue pas sa dangerosité, mais la rend plus imprévisible et intéressante. Le film joue constamment sur ce décalage entre sa nature extraterrestre et ses réactions étonnamment humaines. Le rythme narratif effréné, avec ses ellipses fréquentes et ses enchaînements rapides, épouse parfaitement la subjectivité d'un Eddie Brock constamment débordé. Ce tempo nerveux reflète l'instabilité de sa condition, toujours à un commentaire de Venom d'une crise. Il maintient une énergie constante et évite les temps morts, mais peut donner une impression de superficialité, empêchant le développement d'ambiances plus pesantes ou l'approfondissement d'éléments narratifs secondaires. L'effacement progressif de l'identité professionnelle d'Eddie Brock est un point narratif significatif.
Le journaliste investigateur du premier film a disparu, remplacé par un homme défini presque exclusivement par sa symbiose. Cette perte d'ancrage social renforce son isolement et sa marginalisation, le rendant d'autant plus dépendant de Venom. La scène de l'interview ratée avec Cletus est l'aveu ultime de cet échec, son outil de travail, la parole et l'enquête, étant devenu inopérant. Le personnage de la détective Mulligan fonctionne comme un pont narratif vers l'avenir de l'univers. Son enquête obstinée, face à l'incrédulité générale, rappelle le parcours initial d'Eddie. La lueur bleutée dans ses yeux à la fin, évoquant le symbiote toxin, n'est pas qu'un simple clin d'œil aux comics, mais le signe que la contamination symbiotique est un phénomène qui échappe au contrôle, se propageant et mutant dans la population. Le design sonore participe activement à la caractérisation des entités. La voix de Venom, mélange de grondements caverneux et d'inflexions moqueuses, lui confère une personnalité acoustique unique. Les bruits de ses mouvements construisent sa matérialité pour l'oreille. À l'opposé, le pouvoir de Shriek est une agression sensorielle totale, une distorsion qui déchire à la fois l'image et le son, créant une expérience physiologique d'inconfort pour le spectateur. La séquence de la discothèque où Venom prend le contrôle est un moment charnière de libération et d'affirmation. Pour la première fois, il agit publiquement en tant qu'individu, exprimant sa philosophie du manger les méchants. Cette scène pose une question éthique fascinante. Un être qui pratique sa propre justice, aussi radicale soit-elle, peut-il être considéré comme un héros ? L'ambivalence de la foule reflète celle du public. La scène de séparation physique entre Eddie et Venom est traitée avec une intensité dramatique rare. L'arrachement du symbiote est visuellement présenté comme une extraction violente, une amputation. L'état catatonique d'Eddie qui suit montre que Venom était bien plus qu'un passager, un organe vital, une source d'énergie et d'identité. À l'inverse, Venom errant apparaît diminué, réduit à la survie. Le climax dans la cathédrale exploite tout le potentiel symbolique du lieu. Carnage, enlaçant le clocher, évoque un serpent démoniaque ou un ange déchu. La bataille dépasse l'affrontement physique pour devenir une lutte eschatologique entre deux visions du monstre. La destruction du bâtiment marque l'effondrement des anciens symboles face à ces nouvelles entités. La scène post-générique est un coup de maître de narration interconnectée. En propulsant Eddie et Venom dans l'univers cinématographique Marvel, le film dépasse son statut d'aventure isolée. Ce n'est pas un simple caméo, mais une collision narrative qui redéfinit les enjeux. L'explication de la mémoire collective multiverselle des symbiotes est une astuce ingénieuse. En conclusion, Venom, Let There Be Carnage est une œuvre qui embrasse ses contradictions avec une énergie folle. Ni tout à fait comédie, ni tout à fait horreur, il trouve son équilibre dans l'excès et la sincérité. Sa réussite principale est d'avoir fait évoluer de manière crédible la relation entre l'homme et le monstre. Si le potentiel de Carnage est quelque peu sacrifié, le film compense par la richesse de son duo central. Son héritage sera double, comme divertissement singulier, et comme charnière narrative habile ayant ouvert les portes du multivers. La relation symbiotique entre Eddie Brock et Venom est dépeinte avec une complexité qui dépasse le cadre conventionnel du super-héros et de son allié. Le film explore cette cohabitation forcée comme une métaphore sophistiquée des relations interpersonnelles, où les négociations quotidiennes révèlent une intimité aussi conflictuelle que nécessaire. Chaque scène dans leur appartement sordide fonctionne comme un microcosme de leur désunion fondamentale, un espace où s'exprime une lutte constante pour le contrôle et la compréhension mutuelle. Cette dynamique repose sur un équilibre précaire entre répulsion et attirance, illustrant comment deux entités radicalement différentes peuvent former un tout opérationnel, bien que dysfonctionnel. Leur dialogue permanent, à la fois verbal et physique, devient le véritable cœur narratif du film, surpassant en richesse l'intrigue criminelle qui structure l'action. Cette focalisation sur les mécanismes internes de leur relation offre une profondeur psychologique rare dans le genre, transformant chaque interaction en une étude de caractère fascinante. La performance de Tom Hardy incarne cette dualité avec une maestria remarquable, matérialisant la présence du symbiote par des réactions physiques subtiles mais toujours perceptibles. Il ne se contente pas de jouer un homme habité, mais donne vie à une conscience partagée en perpétuel désaccord, où chaque décision est le fruit d'une négociation interne tumultueuse. La justesse de son jeu permet d'ancrer les éléments les plus fantastiques dans une réalité psychologique tangible et crédible, créant un pont émotionnel puissant avec le spectateur. Cette incarnation d'une dualité permanente transforme Eddie Brock en un personnage profondément humain malgré sa condition extraordinaire, renforçant l'identification et l'empathie. La relation antagoniste entre Cletus Kasady et Carnage propose un contrepoint essentiel à cette dynamique, présentant une fusion sans friction où les volontés s'alignent parfaitement. Leur union représente l'aboutissement d'une symbiose idéale sur le plan opérationnel, mais désespérément vide sur le plan du développement dramatique. Cette absence de conflit interne en fait des antagonistes d'une puissance redoutable mais d'une complexité réduite,
créant un contraste éclairant avec la richesse relationnelle du duo principal. Le film utilise cette opposition pour interroger la nature même des connexions significatives, suggérant que la friction et le désaccord peuvent être plus féconds que l'harmonie parfaite. Cette exploration des différentes modalités de la symbiose constitue l'un des apports conceptuels les plus intéressants du film au genre super-héroïque. L'introduction du personnage de Shriek, interprété avec une intensité troublante par Naomi Harris, vient complexifier cette dialectique en introduisant la variable émotionnelle. Son histoire d'amour avec Cletus, née dans la violence et la marginalisation, apporte une nuance tragique à la folie du tueur. Son pouvoir sonique, capable de désintégrer la matière symbiotique, crée un paradoxe poignant où l'affection devient une menace existentielle. Cette vulnérabilité introduite par l'attachement émotionnel contraste radicalement avec l'indifférence meurtrière du duo Casady-Carnage. Le film suggère ainsi que l'amour, même sous ses formes les plus perverties, reste une force de complexification et de fragilisation. La réalisation d'Andy Serkis témoigne d'une intelligence chorégraphique exceptionnelle, particulièrement dans la mise en scène des corps hybrides. Sa direction des scènes entre Eddie et Venom privilégie une clarté émotionnelle remarquable, utilisant le langage corporel pour exprimer les tensions internes. Pour les affrontements, il développe une grammaire visuelle distinctive pour chaque symbiote, basée sur leur nature et leur tempérament. Cette attention méticuleuse à la physicalité des créatures numériques leur confère une présence tangible et crédible à l'écran. Son approche transcende la simple mise en scène d'effets spéciaux pour créer une véritable expression corporelle des conflits psychologiques. L'esthétique visuelle du film, caractérisée par une palette de couleurs volontairement restreinte, sert de cadre neutre à l'expression des symbiotes. Les tons gris et bleutés de San Francisco créent un environnement réaliste et familier, renforçant l'impact des irruptions chromatiques des créatures. Cette dichotomie visuelle fonctionne comme une métaphore de leur condition d'éléments étrangers dans un monde ordinaire. La photographie utilise souvent des contrastes marqués et des jeux d'ombre pour souligner la dualité permanente des personnages. Ce choix stylistique contribue à ancrer le fantastique dans une réalité tangible, renforçant la crédibilité narrative. Le design de Carnage représente un parti pris artistique audacieux, s'éloignant des représentations canoniques pour une approche plus organique. Son apparence évoque moins un costume qu'une excroissance pathologique, avec des formes suggérant des muscles exposés et des structures osseuses déformées. Cette matérialité viscérale le rapproche des monstres du body horror, insistant sur la nature corporelle de la symbiose. Ce choix conceptuel renforce l'idée d'une fusion maladive, d'une hybridation violente et involontaire. Il participe à créer une atmosphère d'horreur biologique distincte de l'approche plus classique du premier film. La tonalité comique assumée constitue la transformation la plus radicale de l'univers établi, redéfinissant complètement la nature de la relation entre Eddie et Venom. En développant le symbiote comme un personnage à part entière doté d'humour et de traits de caractère distincts, le film opère un renversement générique complet. Cette humanisation par le rire n'affaiblit pas la menace mais la complexifie, la rendant plus imprévisible et intéressante. Le film exploite avec brio le décalage constant entre la nature extraterrestre de Venom et ses réactions étonnamment humaines. Cette approche audacieuse redéfinit les règles du genre et ouvre de nouvelles possibilités narratives. Le rythme narratif effréné, caractérisé par des ellipses fréquentes et des transitions abruptes, épouse parfaitement la subjectivité d'Eddie Brock. Ce tempo reflète l'instabilité permanente de sa condition, toujours à la limite de la perte de contrôle. Il maintient une tension constante et évite les temps morts, mais peut parfois nuire au développement d'ambiances plus subtiles. Cette cadence contribue à créer une sensation d'urgence permanente, renforçant l'identification avec le personnage principal. Elle participe également à l'esthétique générale du film, où rien n'est jamais vraiment stable ou prévisible. L'effacement progressif de l'identité professionnelle d'Eddie Brock fonctionne comme un commentaire subtil sur le prix de la symbiose. Le journaliste investigateur du premier film a cédé la place à un homme défini presque exclusivement par sa relation avec Venom. Cette perte d'ancrage social renforce son isolement et sa marginalisation, le rendant d'autant plus dépendant de son compagnon. La scène de l'interview ratée symbolise l'échec de sa tentative de retour à une normalité désormais inaccessible. Cette évolution narrative souligne le coût psychologique de sa condition extraordinaire. Le personnage de la détective Mulligan sert de pont narratif vers l'avenir de l'univers, tout en fonctionnant comme un miroir de la persévérance rationnelle. Son enquête obstinée rappelle le parcours initial d'Eddie, créant un parallèle intéressant entre leurs trajectoires. La lueur bleutée dans ses yeux évoque subtilement le symbiote toxin, annonçant des développements futurs. Son inclusion démontre une vision à long terme de la construction de l'univers narratif. Elle suggère que les événements du film ne sont qu'un épisode dans une contamination plus large. Le design sonore participe activement à la caractérisation des entités,
développant une identité acoustique distinctive pour chaque élément. La voix de Venon, mélange de grondements profonds et d'inflexions moqueuses, lui confère une personnalité unique. Les bruits de ses mouvements construisent une matérialité sonore cohérente et crédible. Le pouvoir de Shriek est conçu comme une agression sensorielle totale, déchirant à la fois l'image et le son. Cette approche auditive enrichit considérablement l'expérience immersive du film. La séquence de la discothèque représente un moment charnière dans l'évolution narrative, marquant l'affirmation publique de Venon. Cette scène fonctionne comme une déclaration d'indépendance symbolique, où le symbiote exprime sa philosophie personnelle. Elle pose des questions éthiques fascinantes sur la nature de la justice et de l'héroïsme. L'ambivalence des réactions de la foule reflète la complexité morale du personnage. Ce moment de libération contrôlée prépare le terrain pour les développements ultérieurs de l'intrigue. La scène de séparation physique entre Eddie et Venon est traitée avec une intensité dramatique remarquable, évoquant une amputation psychique. L'arrachement du symbiote est visuellement présenté comme une extraction violente et douloureuse. L'état catatonique d'Eddie qui suit démontre la profondeur de leur interdépendance. La condition diminuée de Venon errant révèle les limites de son autonomie. Cette séquence explore avec finesse les mécanismes de la dépendance mutuelle. Le climax dans la cathédrale exploite le symbolisme religieux pour enrichir la dimension mythologique du conflit. Carnage, s'enroulant autour du clocher, évoque des images apocalyptiques et démoniaques. La bataille dépasse le simple affrontement physique pour atteindre une dimension eschatologique. La destruction du lieu saint marque la fin d'un ordre ancien. Cette séquence fonctionne comme une condensation des thèmes principaux du film. La scène post-générique représente une prouesse de narration interconnectée, intégrant parfaitement l'univers dans le multivers plus large. Le saut dimensionnel n'est pas présenté comme un simple artifice, mais comme une conséquence naturelle des événements. L'explication de la mémoire collective multiverselle des symbiotes offre une justification élégante. La réaction des personnages face à la révélation de l'identité de Spider-Man est parfaitement calibrée. Cette scène ouvre des perspectives narratives considérables pour la franchise. L'exploration des thèmes de l'identité et de l'altérité constitue l'apport conceptuel le plus significatif du film au genre. La symbiose est présentée comme un processus continu de négociation identitaire. Cette approche permet d'aborder des questions universelles à travers le prisme du fantastique. Le film évite les simplifications manichéennes pour présenter des personnages moralement ambigus. Cette complexité caractérielle élève le matériau au-delà des conventions du genre. La construction de l'antagoniste suit une logique psychologique cohérente, évitant les écueils du méchant unidimensionnel. Cletus Kasady est développé comme un produit de traumatisme et de marginalisation. Sa relation avec Shriek ajoute des nuances à sa folie apparente. Le symbiote Carnage fonctionne comme l'amplification naturelle de ses pulsions destructrices. Cette approche psychologisante enrichit considérablement la dynamique conflictuelle. Le traitement du personnage d'Anne Weying représente un choix narratif intéressant, bien que potentiellement sous-exploité. Sa relation avec Eddie évolue vers une dynamique plus mature et détachée. Son rôle dans l'intrigue principale reste cependant relativement périphérique. La scène où elle accueille temporairement Venon rappelle brièvement le potentiel narratif du personnage. Cette économie de moyens peut être interprétée comme une focalisation délibérée sur la relation centrale. La mise en scène des scènes d'action témoigne d'une compréhension approfondie de la chorégraphie visuelle. Chaque affrontement est conçu pour illustrer les différences fondamentales entre les symbiotes. La lisibilité des mouvements et des intentions est préservée malgré la complexité des effets. Cette clarté chorégraphique contribue à l'impact émotionnel des séquences d'action. Elle participe également à la caractérisation visuelle des personnages. L'utilisation de l'humour comme mécanisme de caractérisation représente l'un des aspects les plus innovants du film. Les répliques de Venon révèlent progressivement sa personnalité complexe. L'autodérision constante d'Eddie face à sa situation absurde crée un lien empathique avec le spectateur. Cette approche tonale audacieuse distingue la franchise des productions concurrentes. Elle permet d'explorer des thèmes sérieux avec une légèreté salutaire. La construction de l'univers narratif démontre une attention aux détails et une vision à long terme. Les références subtiles aux comics satisfont les fans tout en restant accessibles. L'introduction d'éléments comme la mémoire collective multiverselle ouvre des perspectives infinies. Cette approche prudente mais ambitieuse prépare le terrain pour des développements futurs. Elle témoigne d'une compréhension approfondie des mécanismes de la narration sérielle. Le traitement des thèmes de la marginalité et de l'acceptation sociale résonne avec une pertinence contemporaine. Les personnages principaux sont tous des figures marginales à différents titres. Leur recherche d'une place dans le monde constitue un moteur narratif puissant. Cette dimension sociale ajoute de la profondeur à l'intrigue fantastique. Elle participe à la construction d'un univers cohérent et crédible. L'équilibre entre les éléments comiques et dramatiques témoigne d'une maîtrise tonale remarquable.
Les transitions entre les registres sont gérées avec une fluidité impressionnante. Cette hybridité générique constitue l'identité distinctive de la franchise. Elle permet d'explorer une gamme émotionnelle plus large que les productions traditionnelles. Cette approche audacieuse contribue au succès commercial et critique du film. La représentation de la symbiose comme métaphore des relations humaines constitue la force conceptuelle majeure de l'œuvre. Cette approche permet d'explorer des dynamiques relationnelles complexes sous couvert de fantastique. La justesse psychologique des interactions compense la simplicité de l'intrigue principale. Cette profondeur caractérielle élève le film au-dessus des conventions du genre. Elle justifie pleinement l'existence de cette suite et prépare des développements futurs prometteurs. La relation symbiotique entre Eddie Brock et Venom est dépeinte comme un terrain d'expérimentation narratif où se joue une reconfiguration permanente de l'identité individuelle. Cette cohabitation forcée dépasse la simple alliance pragmatique pour explorer les méandres d'une intimité conflictuelle mais fondatrice. Leur appartement miteux devient le laboratoire de cette négociation quotidienne, un espace clos où les règles sociales conventionnelles n'ont plus cours. Chaque interaction entre l'homme et le symbiote révèle les tensions d'un mariage improbable où l'altérité radicale doit constamment être apprivoisée. Cette dynamique fonctionne comme une métaphore sophistiquée des compromis inhérents à toute relation profonde, qu'elle soit humaine ou extraterrestre. Le film utilise ce cadre pour interroger la notion même de frontière entre le soi et l'autre, remettant en cause les catégories établies. La justesse de cette exploration relationnelle constitue l'épine dorsale émotionnelle de l'œuvre, lui conférant une profondeur inattendue. Cette approche caractérielle ambitieuse transcende les limitations d'un scénario par ailleurs assez conventionnel dans sa structure. Elle permet au film d'échapper aux écueils du blockbuster purement action pour toucher à des thèmes universels. L'intelligence de cette proposition réside dans sa capacité à mêler grotesque et psychologie avec une apparente facilité. Le duo formé par Eddie et Venom finit par incarner une forme d'idéal relationnel paradoxal, fondée sur l'acceptation des différences les plus radicales. Cette alchimie narrative fragile est maintenue avec une constance remarquable tout au long du métrage. La performance de Tom Hardy atteint ici une maîtrise technique et émotionnelle rare, transformant ce qui pourrait n'être qu'un exercice de style en une étude de caractère fascinante. Son interprétation dépasse le simple jeu de dupe entre l'hôte et le parasite pour explorer les subtilités d'une conscience partagée. Chaque réplique de Venom trouve d'abord son écho dans le langage corporel d'Eddie, créant un dialogue intérieur rendu visible par la seule expressivité de l'acteur. Cette matérialisation de la dualité intérieure repose sur un travail méticuleux de réaction micro-expressive et de décalage calculé. Hardy évite avec brio le piège de la schizophrénie caricaturale pour proposer une incarnation crédible d'une symbiose psychique. Son jeu témoigne d'une compréhension profonde des mécanismes intimes qui régissent la relation de ces personnages. Cette performance virtuose sert de pivot central autour duquel tourne l'ensemble de la construction narrative. Elle permet d'ancrer les éléments les plus fantastiques dans une réalité psychologique tangible et immédiatement reconnaissable. L'acteur parvient à rendre palpable la présence constante du symbiote même dans les scènes où celui-ci ne s'exprime pas verbalement. Cette incarnation totale contribue grandement à la crédibilité émotionnelle du film et à l'adhésion du spectateur. La complexité de ce double rôle aurait pu aisément verser dans l'excès ou la confusion, mais Hardy maintient un équilibre remarquable. Son interprétation révèle progressivement les nuances d'une relation qui évolue significativement au cours du récit. Cette évolution caractérielle constitue l'un des principaux moteurs dramaturgiques de l'œuvre, compensant la relative simplicité de l'intrigue criminelle. La justesse de ce portrait psychologique participe activement à l'élévation du matériau au-delà de ses origines comics. Le contrepoint antagoniste incarné par Cletus Kasady et Carnage fonctionne comme un miroir déformant mais révélateur de la relation centrale. Leur symbiose représente l'antithèse absolue du modèle développé par Eddie et Venom, privilégiant la fusion parfaite sur la négociation permanente. Cette union sans friction crée une entité d'une puissance redoutable mais d'une pauvreté dramatique certaine, car elle ne permet aucun développement intérieur. Le film utilise ce contraste pour interroger la nature même des connexions significatives, suggérant que le conflit peut être plus fécond que l'harmonie. Cette opposition structurelle permet d'explorer différentes facettes du concept de symbiose sous l'angle psychologique et émotionnel. Kasady et Carnage incarnent la version absolue et non dialectique de l'hybridation, où les individualités se dissolvent dans un tout monolithique. Cette approche crée des antagonistes dont la menace réside précisément dans leur absence de dilemmes intérieurs ou de contradictions morales. Leur perfection opérationnelle les rend d'autant plus effrayants mais aussi moins intéressants sur le plan du développement caractériel. Le film joue habilement de cette asymétrie dramatique pour valoriser la richesse relationnelle du duo protagoniste. Cette construction en miroir inversé participe à la cohérence thématique de l'ensemble en approfondissant l'exploration du concept central.
Elle permet également de varier les registres de la menace tout en maintenant une unité conceptuelle forte. L'efficacité narrative de cette opposition réside dans sa capacité à éclairer par contraste les spécificités de la relation entre Eddie et Venom. Cette dialectique entre deux modèles de symbiose constitue l'un des apports les plus intéressants du film à la mythologie des personnages. L'introduction du personnage de Shriek, interprété avec une intensité troublante par Naomie Harris, vient complexifier cette dialectique en y injectant la variable émotionnelle. Son histoire d'amour avec Cletus, née dans la violence institutionnalisée et la marginalisation partagée, introduit une dimension tragique inattendue. Son pouvoir sonique, capable de désintégrer la matière symbiotique, crée un paradoxe poignant où l'affection devient une menace existentielle pour l'être aimé. Cette vulnérabilité introduite par l'attachement émotionnel contraste radicalement avec l'indifférence meurtrière du duo antagoniste principal. Le film suggère ainsi que l'amour, même sous ses formes les plus perverties, reste une force de complexification et de fragilisation. Harris incarne cette contradiction avec une conviction qui transcende les limites parfois réductrices de son rôle. Son personnage fonctionne comme un catalyseur émotionnel qui vient perturber l'équation binaire établie par les autres relations. Cette inclusion ajoute une couche de complexité psychologique à la dynamique antagoniste, lui évitant de sombrer dans la caricature. La relation entre Shriek et Cletus explore une forme d'attachement pathologique mais néanmoins authentique dans sa déviance. Cette nuance apporte de la profondeur à des personnages qui auraient pu n'être que de simples incarnations du mal. Le film utilise cette sous-intrigue pour questionner les frontières entre différentes formes d'amour et de dépendance. Cette approche psychologisante enrichit considérablement le tissu narratif et émotionnel de l'ensemble. La réalisation d'Andy Serkis témoigne d'une intelligence chorégraphique exceptionnelle, particulièrement dans la mise en scène des corps hybrides et de leurs interactions. Sa direction des scènes intimistes entre Eddie et Venom privilégie une clarté émotionnelle remarquable, utilisant le langage corporel comme vecteur principal d'expression. Pour les séquences d'action, il développe une grammaire visuelle distinctive pour chaque symbiote, basée sur leur nature et leur tempérament psychologique. Cette attention méticuleuse à la physicalité des créatures numériques leur confère une présence tangible et crédible à l'écran. Serkis évite avec habileté le piège de la surenchère visuelle pour privilégier la lisibilité des enjeux dramatiques. Son expérience d'acteur en capture de mouvement transparaît dans la précision avec laquelle il dirige les performances face aux éléments numériques. Cette approche permet d'intégrer parfaitement les effets spéciaux dans la continuité émotionnelle du récit. La réalisation fait preuve d'une réelle compréhension des spécificités du matériau et des attentes du public. Elle maintient un équilibre délicat entre les exigences du blockbuster et les ambitions caractérielles du scénario. Cette maîtrise technique sert de support essentiel à l'exploration thématique centrale du film. La mise en scène participe activement à la construction du monde et à la crédibilité des personnages, qu'ils soient humains ou symbiotiques. Cette cohérence esthétique contribue grandement à l'immersion du spectateur dans l'univers proposé. L'esthétique visuelle du film, caractérisée par une palette de couleurs volontairement restreinte, fonctionne comme un choix conceptuel fort plutôt qu'une limitation technique. Les tons gris et bleutés de San Francisco créent un environnement réaliste et familier, renforçant l'impact des irruptions chromatiques des symbiotes. Cette dichotomie visuelle opère comme une métaphore de leurs conditions d'éléments étrangers dans un monde ordinaire. La photographie utilise des contrastes marqués et des jeux d'ombre pour souligner la dualité permanente des personnages principaux. Ce traitement visuel contribue à ancrer le fantastique dans une réalité tangible, renforçant la crédibilité narrative de l'ensemble. L'absence de couleurs vives dans les décors naturels fait ressortir d'autant plus les teintes caractéristiques de Venom et Carnage. Cette approche minimaliste participe à la construction d'une atmosphère particulière, à mi-chemin entre le réalisme urbain et le cauchemar organique. La direction artistique fait preuve d'une cohérence remarquable dans l'application de ce parti pris esthétique. Ce choix stylistique témoigne d'une réflexion approfondie sur la manière de représenter visuellement les thèmes centraux du film. Il participe activement à la création d'un univers visuel distinctif et mémorable. Cette cohérence esthétique sert de support essentiel à l'exploration des contradictions et des hybridations qui structurent le récit. Le design de Carnage représente un parti pris artistique audacieux, s'éloignant délibérément des représentations canoniques pour une approche plus organique et viscérale. Son apparence évoque moins un costume qu'une excroissance pathologique, avec des formes suggérant des muscles exposés et des structures osseuses déformées. Cette matérialité inquiétante le rapproche des monstres du body horror, insistant sur la nature profondément corporelle de la symbiose. Ce choix conceptuel renforce l'idée d'une fusion maladive, d'une hybridation violente et involontaire qui corrompt la chair même. Il participe à créer une atmosphère d'horreur biologique distincte de l'approche plus classique adoptée pour Venom.
Cette différenciation visuelle permet d'établir une hiérarchie claire entre les deux symbiotes en termes de dangerosité et d'altérité. Le design reflète la psychologie du personnage, son chaos intérieur trouvant son expression dans l'informe et l'instable. Cette approche témoigne d'une compréhension fine des implications narratives du design des créatures. Elle contribue à la construction d'une mythologie visuelle cohérente pour l'univers des symbiotes. Ce choix artistique participe activement à la caractérisation de l'antagoniste principal, lui conférant une présence visuelle mémorable. Il démontre une volonté de renouveler l'iconographie des personnages tout en respectant leur essence fondamentale. La tonalité comique assumée constitue la transformation la plus radicale opérée sur l'univers établi par le premier film, redéfinissant complètement la nature de la relation entre Eddie et Venom. En développant le symbiote comme un personnage à part entière doté d'humour et de traits de caractère distincts, l'œuvre opère un renversement générique complet. Cette humanisation par le rire n'affaiblit pas la menace potentielle mais la complexifie, la rendant plus imprévisible et intéressante. Le film exploite avec brio le décalage constant entre la nature extraterrestre de Venom et ses réactions étonnamment humaines. Cette approche audacieuse redéfinit les règles du genre et ouvre de nouvelles possibilités narratives insoupçonnées. L'humour fonctionne comme un mécanisme de caractérisation sophistiqué, révélant progressivement la personnalité complexe du symbiote. Cette orientation tonale permet d'explorer des thèmes sérieux avec une légèreté salutaire qui désamorce toute lourdeur potentielle. Elle participe à la création d'une alchimie unique entre les personnages, fondée sur l'absurde partagé et l'autodérision. Cette dimension comique contrebalance efficacement les éléments plus sombres du récit, maintenant un équilibre tonal précaire mais réussi. Elle contribue à distinguer la franchise des productions concurrentes en lui conférant une identité propre et reconnaissable. Cette audace créative témoigne d'une compréhension fine des attentes du public contemporain. Le rythme narratif effréné, caractérisé par des ellipses fréquentes et des transitions abruptes, épouse parfaitement la subjectivité d'Eddie Brock et son expérience du monde. Ce tempo nerveux reflète l'instabilité permanente de sa condition psychique, toujours à la limite de la perte de contrôle. Il maintient une tension constante et évite les temps morts, mais peut parfois nuire au développement d'ambiances plus subtiles ou contemplatives. Cette cadence contribue à créer une sensation d'urgence permanente, renforçant l'identification avec le personnage principal et sa situation précaire. Elle participe activement à l'esthétique générale du film, où rien n'est jamais vraiment stable ou complètement prévisible. Ce choix rythmique témoigne d'une volonté de moderniser le langage cinématographique du blockbuster super-héros. Il permet de maintenir l'attention du spectateur malgré la relative simplicité de l'intrigue criminelle sous-jacente. Cette approche dynamique compense certaines faiblesses structurelles par une énergie narrative indéniable. Elle participe à la création d'une expérience de visionnage immersive et prenante, sans temps mort ni digressions inutiles. Ce rythme soutenu correspond parfaitement au chaos intérieur qui habite le personnage principal et détermine ses interactions avec le monde. L'effacement progressif de l'identité professionnelle d'Eddie Brock fonctionne comme un commentaire subtil sur le prix psychologique de la symbiose et ses implications existentielles. Le journaliste investigateur du premier film a cédé la place à un homme défini presque exclusivement par sa relation avec Venom, perdant ainsi son ancrage social traditionnel. Cette perte d'identité professionnelle renforce son isolement et sa marginalisation, le rendant d'autant plus dépendant de son compagnon symbiotique. La scène de l'interview ratée avec Cletus Kasady symbolise de manière éclatante l'échec de sa tentative de retour à une normalité désormais inaccessible. Cette évolution narrative souligne le coût personnel considérable de sa condition extraordinaire, au-delà des simples complications pratiques. Elle explore les conséquences psychologiques profondes d'une vie désormais hors des cadres sociaux conventionnels. Cette transformation caractérielle participe à la construction d'un personnage complexe et multidimensionnel, aux prises avec des dilemmes existentiels authentiques. Elle permet d'approfondir l'exploration des thèmes de l'identité et de l'altérité qui structurent l'ensemble du récit. Cette approche psychologisante ajoute une profondeur inattendue à un personnage qui pourrait n'être qu'un véhicule pour des séquences d'action. Elle témoigne d'une volonté de traiter avec sérieux les implications humaines de la prémisse fantastique. Le personnage de la détective Mulligan sert habilement de pont narratif vers l'avenir de l'univers tout en fonctionnant comme un miroir contemporain de la persévérance rationnelle. Son enquête obstinée malgré l'incrédulité institutionnelle rappelle le parcours initial d'Eddie Brock, créant ainsi un parallèle intéressant entre leurs trajectoires respectives. La lueur bleutée qui apparaît dans ses yeux lors de la scène finale évoque subtilement mais clairement le symbiote toxin, annonçant des développements futurs potentiellement riches. Son inclusion démontre une vision à long terme de la construction de l'univers narratif et de son expansion progressive. Elle suggère avec finesse que les événements du film ne constituent qu'un épisode dans un phénomène de contamination plus large et plus insidieux.
Cette approche prévisionnelle témoigne d'une compréhension fine des mécanismes de la narration sérielle et de ses exigences particulières. Elle permet de planter des graines narratives qui pourront fructifier dans des opus ultérieurs sans alourdir le récit présent. Ce personnage fonctionne comme un point d'ancrage humain dans un univers de plus en plus habité par l'extraordinaire. Son évolution potentielle ouvre des perspectives narratives intrigantes pour l'avenir de la franchise. Cette construction patiente et mesurée contraste avec les approches plus expéditives habituelles dans le genre. Le design sonore participe activement et de manière essentielle à la caractérisation des différentes entités, développant pour chacune une identité acoustique distinctive et mémorable. La voix de Venom, conçue comme un mélange complexe de grondements profonds et d'inflexions moqueuses, lui confère une personnalité auditive immédiatement reconnaissable. Les bruits caractéristiques de ses mouvements et transformations construisent une matérialité sonore cohérente et crédible, renforçant sa présence à l'écran. Le pouvoir destructeur de Shriek est quant à lui conçu comme une agression sensorielle totale, déchirant à la fois l'image et la bande-son de manière synchronisée. Cette approche auditive sophistiquée enrichit considérablement l'expérience immersive du film et sa dimension sensorielle. Elle participe activement à la différenciation des personnages et à la construction de l'univers sonore du film. Ce travail minutieux sur la bande-son dépasse la simple fonction illustrative pour devenir un élément narratif à part entière. Il témoigne d'une compréhension fine du potentiel expressif du son dans la construction d'un monde cohérent. Cette dimension acoustique contribue significativement à l'atmosphère unique du film et à son identité sensorielle. Elle complète et enrichit le travail visuel pour créer une expérience cinématographique complète et satisfaisante. La séquence de la discothèque représente un moment charnière capital dans l'évolution narrative et caractérielle de Venom, marquant son affirmation publique en tant qu'individu autonome. Cette scène fonctionne comme une déclaration d'indépendance symbolique puissante, où le symbiote exprime ouvertement sa philosophie personnelle et ses valeurs propres. Elle pose des questions éthiques fascinantes et complexes sur la nature de la justice et les limites de l'héroïsme conventionnel. L'ambivalence calculée des réactions de la foule reflète avec justesse la complexité morale du personnage et le trouble qu'il inspire. Ce moment de libération contrôlée prépare subtilement le terrain pour les développements ultérieurs de l'intrigue et l'évolution de la relation centrale. Il permet d'explorer les implications sociales de l'existence d'un être comme Venom en dehors du cadre secret. Cette séquence témoigne d'une audace narrative certaine dans sa manière d'aborder les conséquences publiques de la symbiose. Elle fonctionne comme un point de basculement dans la trajectoire du personnage, annonçant des transformations à venir. Son traitement visuel et sonore participe activement à son impact émotionnel et symbolique. Cette scène restera comme l'une des plus mémorables du film, synthétisant plusieurs de ses thèmes centraux. Est la scène de séparation physique entre Eddie et Venom est traitée avec une intensité dramatique et psychologique remarquable, évoquant puissamment les affres d'une amputation psychique douloureuse. L'arrachement brutal du symbiote est visuellement présenté comme une extraction violente et profondément douloureuse, aux connotations presque chirurgicales. L'état catatonique et dépressif d'Eddie qui suit immédiatement cette séparation démontre avec force la profondeur réelle de leur interdépendance psychique et physiologique. La condition diminuée et précaire de Venom errant révèle avec une égale clarté les limites structurelles de son autonomie en dehors de son hôte habituel. Cette séquence explore avec une finesse rare les mécanismes complexes de la dépendance mutuelle et de la symbiose psychologique. Elle dépasse la simple métaphore pour montrer les conséquences concrètes d'une séparation entre deux entités devenues complémentaires. Son traitement évite le pathos facile pour privilégier une approche plus clinique et donc plus troublante. Cette scène constitue un moment clé dans l'évolution de la relation entre les deux personnages, nécessaire à sa maturation ultérieure. Elle permet de mesurer pleinement l'importance réelle de leur connexion au-delà des apparences conflictuelles. Son impact émotionnel réside dans sa retenue même et son refus de l'excès mélodramatique. Le climax se déroulant dans la cathédrale exploite avec intelligence le symbolisme religieux riche du lieu pour approfondir la dimension mythologique du conflit central. Carnage, s'enroulant autour du clocher comme un serpent démoniaque, évoque des images apocalyptiques puisées dans l'iconographie religieuse traditionnelle. La bataille qui s'ensuit dépasse largement le simple affrontement physique pour atteindre une dimension véritablement eschatologique et métaphysique. La destruction progressive et inéluctable du lieu saint marque symboliquement la fin d'un ordre ancien et l'avènement de réalités nouvelles. Cette séquence fonctionne comme une condensation efficace et puissante des thèmes principaux qui traversent l'ensemble du film. Elle permet d'ancrer le conflit dans une dimension symbolique qui dépasse les enjeux immédiats de l'intrigue criminelle. Le choix de ce cadre particulier témoigne d'une réflexion approfondie sur la dimension métaphorique des décors et leur potentiel narratif. Cette séquence maîtrise parfaitement l'équilibre entre l'action spectaculaire et la profondeur symbolique, évitant la vacuité purement visuelle. Elle sert de point d'orgue satisfaisant à la construction narrative tout en ouvrant des perspectives thématiques.
Son traitement visuel ambitieux participe grandement à l'impact mémorable du film dans son ensemble. La scène post-générique représente une véritable prouesse de narration interconnectée, intégrant parfaitement et élégamment l'univers du film dans le multivers plus large du MCU. Le saut dimensionnel inattendu n'est pas présenté comme un simple artifice commode, mais comme une conséquence naturelle et logique des événements précédents. L'explication ingénieuse de la mémoire collective multiverselle des symbiotes offre une justification narrative élégante et économiquement présentée. La réaction parfaitement calibrée des personnages face à la révélation télévisée de l'identité de Spider-Man montre une compréhension fine de leur psychologie. Cette scène concise ouvre des perspectives narratives considérables et excitantes pour l'avenir de la franchise et ses croisements potentiels. Elle fonctionne comme un pont narratif remarquablement efficace entre des univers cinématographiques jusqu'alors distincts. Cette intégration multiverselle est traitée avec une légèreté et un humour qui correspondent parfaitement à la tonalité générale du film. Elle évite les lourdeurs explicatives pour privilégier l'efficacité narrative et la surprise du spectateur. Cette scène démontre une maîtrise certaine des mécanismes complexes de la narration en univers partagé. Elle restera comme un moment charnière dans l'évolution de la franchise et son intégration dans un écosystème narratif plus vaste. L'exploration approfondie des thèmes de l'identité et de l'altérité constitue l'apport conceptuel le plus significatif et le plus original du film au genre du super-héros. La symbiose est présentée et analysée comme un processus continu et dynamique de négociation identitaire permanente entre des subjectivités distinctes. Cette approche psychologisante permet d'aborder des questions universelles et contemporaines à travers le prisme original du fantastique super-héroïque. Le film évite avec succès les simplifications manichéennes habituelles pour présenter des personnages résolument ambigus et complexes sur le plan moral. Cette richesse caractérielle participe activement à l'élévation du matériau de base au-delà des conventions parfois restrictives du genre. Elle permet d'explorer des territoires narratifs et émotionnels habituellement laissés de côté dans ce type de production. Cette profondeur thématique contrebalance efficacement les aspects les plus conventionnels de l'intrigue principale. Elle témoigne d'une ambition narrative qui dépasse les simples impératifs commerciaux pour toucher à des questions fondamentales. Cette approche intellectuellement ambitieuse n'entrave pourtant jamais le rythme ou le divertissement, trouvant un équilibre remarquable. Elle constitue la véritable colonne vertébrale conceptuelle du film et la source de son originalité réelle. La construction de l'antagoniste principal suit une logique psychologique interne cohérente et nuancée, évitant avec soin les écueils du méchant unidimensionnel et purement malfaisant. Cletus Kasady est progressivement développé comme le produit complexe de traumatismes infantiles profonds et d'une marginalisation sociale systématique. Sa relation trouble avec Shriek ajoute des nuances psychologiques essentielles à sa folie apparente, la reliant à une quête d'affection pervertie. Le symbiote Carnage fonctionne alors comme l'amplification naturelle et presque organique de ses pulsions destructrices les plus profondes. Cette approche résolument psychologisante enrichit considérablement la dynamique conflictuelle centrale et lui donne une épaisseur particulière. Elle permet de comprendre l'antagoniste sans pour autant justifier ou excuser ses actions monstrueuses. Cette complexification du méchant participe à la richesse générale de l'univers narratif et à sa crédibilité psychologique. Elle évite les simplifications faciles qui affaibliraient la portée des thèmes explorés par le film. Cette approche témoigne d'un respect certain pour l'intelligence du spectateur et sa capacité à appréhender des personnages complexes. Elle contribue significativement à la qualité générale de l'œuvre et à sa distinction dans le paysage du genre. Le traitement du personnage d'Anne Weying représente un choix narratif intéressant bien que potentiellement sous-exploité, ouvrant des pistes non suivies. Sa relation avec Eddie évolue vers une dynamique plus mature et détachée, marquée par une acceptation résignée de leur séparation. Son rôle dans l'intrigue principale reste cependant relativement périphérique et fonctionnel, le personnage étant cantonné à un rôle de soutien. La scène où elle accueille temporairement Venom dans son corps rappelle brièvement mais avec force le potentiel narratif inexploité du personnage. Cette économie de moyens peut être interprétée comme une focalisation délibérée et assumée sur la relation centrale au détriment des sous-intrigues. Elle témoigne d'une volonté de ne pas disperser l'attention narrative et de maintenir une ligne dramaturgique claire. Cette approche peut décevoir ceux qui attendaient un développement plus important du personnage après le premier film. Elle s'inscrit cependant dans une logique narrative cohérente qui privilégie l'approfondissement plutôt que l'élargissement. Ce traitement reflète les choix parfois difficiles qui président à la construction d'un récit aux ambitions multiples. Il participe à l'équilibre général du film même s'il peut laisser certains aspects en suspens. La mise en scène des scènes d'action témoigne d'une compréhension approfondie et sophistiquée des exigences de la chorégraphie visuelle dans le contexte du film de super-héros. Chaque affrontement est soigneusement conçu pour illustrer et matérialiser les différences fondamentales entre les symbiotes dans leur manière de combattre.
La lisibilité des mouvements et des intentions est préservée malgré la complexité technique et visuelle des effets spéciaux déployés. Cette clarté chorégraphique contribue activement et significativement à l'impact émotionnel et visuel des séquences d'action. Elle participe également de manière essentielle à la caractérisation visuelle des personnages et à la compréhension de leurs capacités. Cette approche méthodique contraste avec le chaos souvent incontrôlé qui caractérise les scènes d'action de nombreux films du genre. Elle témoigne d'un souci constant de maintenir une cohérence interne dans la représentation des pouvoirs et des capacités. Cette rigueur chorégraphique sert de support solide à l'expression des conflits psychologiques sous-jacents au combat. Elle participe à l'élaboration d'un langage visuel propre à la franchise et reconnaissable par le public. Cette maîtrise technique constitue l'un des atouts majeurs du film dans sa séduction du spectateur. L'utilisation de l'humour comme mécanisme de caractérisation sophistiqué représente l'un des aspects les plus innovants et les plus réussis du film dans son ensemble. Les répliques souvent hilarantes de Venom révèlent progressivement et avec finesse les multiples facettes de sa personnalité complexe et inattendue. L'autodérision constante et assumée d'Eddie face à sa situation pour le moins absurde crée un lien empathique immédiat et puissant avec le spectateur. Cette approche tonale audacieuse et cohérente distingue résolument la franchise des productions concurrentes plus conventionnelles. Elle permet d'explorer des thèmes sérieux voire sombres avec une légèreté salutaire qui désamorce toute lourdeur potentielle. Cette dimension comique contrebalance efficacement les éléments les plus violents ou anxiogènes du récit, maintenant un équilibre tonal précaire. Elle participe activement à la création d'une alchimie unique entre les personnages, fondée sur l'absurde partagé et la reconnaissance mutuelle. Cette orientation contribue significativement à l'identité distinctive de la franchise et à son succès auprès du public. Elle témoigne d'une compréhension fine des attentes contemporaines en matière de divertissement super-héros. Cette audace créative constitue l'un des principaux moteurs du renouvellement opéré par le film. La construction patiente et réfléchie de l'univers narratif démontre une attention constante aux détails et une vision résolument à long terme de l'expansion de la franchise. Les références subtiles mais claires aux comics sources satisfont les fans avertis tout en restant parfaitement accessibles aux néophytes. L'introduction d'éléments conceptuels novateurs comme la mémoire collective multiverselle ouvre des perspectives narratives infinies et excitantes pour l'avenir. Cette approche à la fois prudente et ambitieuse prépare intelligemment le terrain pour des développements futurs riches et variés. Elle témoigne d'une compréhension approfondie et fine des mécanismes complexes de la narration sérielle contemporaine. Cette construction méthodique contraste avec l'improvisation souvent apparente qui caractérise l'expansion de nombreux univers cinématographiques. Elle permet d'envisager une croissance organique et cohérente de la mythologie au fil des opus successifs. Cette vision à long terme participe à la crédibilité et à la richesse de l'univers proposé aux spectateurs. Elle constitue un gage de qualité et de cohérence pour les développements futurs de la franchise. Cette approche réfléchie représente l'un des investissements les plus importants du film dans sa propre pérennité. Le traitement des thèmes de la marginalité et de l'acceptation sociale résonne avec une pertinence et une acuité remarquables dans le contexte contemporain. Les personnages principaux sont tous, à différents titres et à des degrés divers, des figures marginales en lutte pour trouver leur place dans le monde. Leur recherche souvent douloureuse d'une forme d'acceptation ou de reconnaissance constitue un moteur narratif puissant et universellement compréhensible. Cette dimension sociale et psychologique ajoute une profondeur inattendue et bienvenue à l'intrigue fantastique principale. Elle participe activement à la construction d'un univers narratif cohérent, crédible et émotionnellement riche. Cette exploration des mécanismes de l'exclusion et de la différence dépasse le simple cadre du divertissement pour toucher à des questions essentielles. Elle permet d'ancrer le fantastique dans des réalités humaines reconnaissables et partageables par le plus grand nombre. Cette approche thématique ambitieuse élève le film au-dessus des simples considérations génériques pour atteindre une portée plus large. Elle témoigne d'une volonté d'utiliser le médium du blockbuster pour explorer des questions socialement pertinentes. Cette dimension ajoute une valeur ajoutée significative à l'expérience de visionnage et à la réflexion qu'elle peut susciter. L'équilibre souvent remarquable entre les éléments comiques et les dimensions dramatiques témoigne d'une maîtrise tonale rare dans le contexte du blockbuster contemporain. Les transitions fréquentes et parfois abruptes entre les différents registres sont gérées avec une fluidité et une cohérence impressionnantes. Cette hybridité générique assumée et revendiquée constitue progressivement l'identité distinctive et reconnaissable de la franchise dans son ensemble. Elle permet d'explorer une gamme émotionnelle beaucoup plus large et variée que ne le permettent habituellement les productions traditionnelles du genre. Cette approche audacieuse et risquée contribue significativement au succès commercial et critique rencontré par le film auprès de publics variés. Elle démontre une compréhension fine des attentes diversifiées du public contemporain en matière de divertissement. Cette versatilité tonale permet d'aborder des sujets sérieux sans jamais tomber dans le didactisme ou la lourdeur.
Elle participe à la création d'une expérience de visionnage riche, surprenante et finalement très satisfaisante. Cette maîtrise des tonalités multiples constitue l'un des défis techniques les plus impressionnants relevés par le film. Fin.